Entraînement et exploitation des chevaux, c'est le thème de la webconférence d'aujourd'hui. Et plus précisément, on va l'aborder sous l'angle juridique avec des notions de contrat et de responsabilité. Alors, concernant le sommaire, je vous présente rapidement la façon dont la conférence va se dérouler. J'ai choisi d'aborder le thème en essayant de traiter successivement les principales questions qui sont posées, les questions juridiques autour de l'exploitation et de l'entraînement des chevaux. Donc plutôt qu'un plan assez classique et assez juridique, contrat et responsabilité, on va aborder ensemble tout d'abord la question du contrat d'exploitation. Est-ce qu'il est obligatoire de rédiger un contrat et surtout comment est-ce qu'on rédige le contrat? Qu'est-ce qu'on insère dans son contrat pour se protéger, que l'on soit dans la peau du propriétaire ou de l'exploitant? Ensuite, toutes les questions financières qui génèrent aussi pas mal de contentieux, c'est-à-dire la répartition des frais d'entretien du cheval, les frais vétérinaires, les frais de maréchalerie, les frais d'exploitation, etc. Et également la question de la rémunération de l'exploitant, une question très importante, rémunération à prévoir par écrit, vous le verrez si vous êtes exploitant, pour vous protéger. La question de la blessure du cheval qui peut survenir pendant une phase d'exploitation, donc une phase de travail. Le propriétaire va alors en général tenter de rechercher la responsabilité de l'exploitant et on va voir dans quelles conditions est-ce que l'exploitant sera responsable de cette blessure et dans quelles conditions il devra indemniser le propriétaire. Et enfin, dernière question, on parlera de la fin du contrat d'exploitation, de la façon dont les parties peuvent le rompre. Quelques éléments d'introduction afin de bien cadrer le sujet et de bien vous donner ou vous rappeler les bases juridiques importantes. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'exploitation, de valorisation, de travail du cheval, on va avoir la naissance d'une relation contractuelle entre le propriétaire du cheval et l'exploitant. Donc dès lors que ce travail pratiqué sur le cheval, alors que ce soit un débourrage, que ce soit une heure de travail par le moniteur, que ce soit des sorties en compétition, peu importe, dès lors que cette prestation va être rémunérée pour l'exploitant, on sera pleinement dans un lien contractuel, donc un contrat qui peut être verbal ou qui peut être écrit, mais on a toujours, retenez cette notion, on a toujours un contrat entre l'exploitant et le propriétaire, donc on applique évidemment les règles du Code civil qui concernent le droit des contrats. La mise en exploitation du cheval fait naître juridiquement ce qu'on va appeler un contrat mixte. Je vais vous détailler dans un instant la qualification juridique, tout simplement parce que l'exploitant va avoir, donc 99% des cas, une double mission sur le cheval. Le propriétaire va le charger de travailler le cheval, donc soit le débourrer, soit le faire progresser plusieurs heures par semaine sur une discipline donnée, soit le sortir en compétition avec un but potentiellement de vente ou en tout cas de progrès du cheval. Et généralement, le propriétaire va aussi charger l'exploitant de soigner, d'héberger et d'entretenir le cheval confié. Donc vous avez bien deux missions sur les épaules de l'exploitant. Et tout ça, juridiquement, effectivement, ça conduit à ce fameux contrat mixte. Plus précisément, notamment pour les juristes, ce contrat mixte, il va se découper finalement en deux contrats que vous voyez à l'écran. Vous aurez d'un côté un contrat de dépôt salarié et de l'autre un contrat d'entreprise. Contrat d'entreprise qu'on appelle aussi contrat de louage d'ouvrage ou contrat de prestation de service. Je vous ai remis les articles de référence. Alors simplement, comment est-ce qu'on distingue les deux situations? Eh bien, on va distinguer en fonction de la situation du cheval. Lorsque le cheval sera en phase de repos, lorsqu'il va être au box, au paddock, ou en tout cas lorsqu'il sera simplement en train d'être hébergé, d'être soigné, mais lorsque l'exploitant ne sera pas en train vraiment de le travailler,
on sera effectivement sur le contrat de dépôt salarié. Alors cette partie-là, je vais malheureusement pas avoir le temps de la détailler aujourd'hui. Et je vous renvoie à la webconférence que j'ai animée il y a quelques mois sur le thème du contrat de pension, parce que vous retrouverez sur cette webconf eh bien, toutes les infos juridiques autour de ce contrat de dépôt salarié. On avait abordé par les questions de contenu du contrat, les questions de responsabilité aussi en cas d'accident lors d'une phase de repos. Donc pour compléter tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur la phase de travail, intéresse à visionner en complément cette webconf. Et donc, deuxième phase et deuxième qualification juridique, toutes les phases de travail du cheval, toutes les séances de travail seront juridiquement qualifiées de contrat d'entreprise. Donc déjà, effectivement, il faut bien, notamment lorsque vous êtes confronté à un accident du cheval pendant sa mise en exploitation, il faut bien réussir à cibler et à identifier le contrat concerné. Est-ce que vous êtes dans le cadre d'un contrat de dépôt salarié ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise? Ça va vraiment être déterminant, effectivement, pour savoir finalement si l'exploitant sera ou non responsable du dommage, parce que les règles de responsabilité sont différentes. Alors, dans le cadre du contrat d'entreprise et aussi du contrat de dépôt salarié, enfin plus largement dans le cadre de l'exploitation du cheval, quelles sont les obligations des parties? Donc, vous le savez, un contrat à valeur obligatoire. Un contrat s'impose aux parties, donc les parties qui sont le propriétaire et l'exploitant. Donc ça veut dire que dès lors que le contrat est conclu, qu'il soit verbal ou écrit, eh bien chacune des parties va devoir respecter des obligations. J'ai essayé de vous résumer les obligations principales qui pèsent sur le propriétaire et sur l'exploitant. Évidemment, dans un contrat écrit, on peut aussi, en complément, ajouter d'autres obligations particulières qui s'imposeront aux parties. Donc très simplement, le propriétaire, lui, a pour obligation principale de régler la prestation, régler le prix convenu. Lorsqu'on a une exploitation du cheval, lorsqu'on a un travail, on a forcément toujours une rémunération de l'exploitant. Sinon, on change de qualification juridique. Donc, si on dit contrat d'exploitation, on dit forcément rémunération de l'exploitant. Et potentiellement, le propriétaire peut aussi être amené à payer tout ou partie des frais d'entretien de son cheval. Ça dépend de la formule qu'on aura choisie dans son contrat. L'exploitant, de son côté, est chargé de soigner, d'héberger et d'assurer la sécurité du cheval. Donc ça, c'est ce qu'on a vu concernant le contrat de dépôt salarié, donc toutes les phases de repos du cheval. Pour les juristes, je vous ai mis obligation de moyens renforcés, je pense que ça vous parlera. En complément, l'exploitant, il est aussi tenu de réaliser la prestation convenue avec le propriétaire. Donc ça dépend des situations. Est-ce que l'exploitant a pour mission de débourrer le cheval? Est-ce qu'il a pour mission de travailler 2 heures par semaine? Est-ce qu'il a pour mission de le sortir en concours complet ou tout ce qu'on veut? Donc ça dépend effectivement des accords qui ont pu être convenus entre les parties. Et l'exploitant devra tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs envisagés. C'est naturellement une obligation de moyens et non une obligation de résultat. L'exploitant ne pourra pas être tenu pour responsable automatiquement par le simple fait que les objectifs fixés n'auraient pas été atteints. Toujours dans le cadre du travail du cheval, l'exploitant doit aussi assurer la sécurité de ce cheval pendant la phase de travail. J'y reviendrai sur les questions de responsabilité juste après. Et enfin, ça peut paraître logique, mais il ne faut pas l'oublier, l'exploitant aura pour obligation de restituer le cheval à son propriétaire à la fin du contrat. Première question, la mise en exploitation du cheval. Pourquoi et comment rédiger un contrat adapté aux besoins du propriétaire et de l'exploitant? Donc là, on va aborder effectivement toutes les questions de rédaction d'un contrat écrit. Alors, ce que vous devez savoir, ce que vous savez peut-être déjà par ailleurs, c'est que le contrat écrit n'est pas une obligation. On peut tout à fait mettre un cheval en exploitation via un contrat verbal. Simplement, on ne peut que recommander d'avoir recours à un contrat écrit pour des raisons de preuve et pour se protéger.
peu importe que l'on soit dans la peau du propriétaire ou de l'exploitant, c'est toujours plus sécurisant d'avoir un contrat écrit. Déjà parce qu'on a la preuve de l'existence du contrat d'exploitation et qu'on peut réussir en cas de litige à prouver que l'idée c'était bien d'exploiter le cheval et pas simplement de le prendre en pension par exemple, ou que le cheval n'a pas été mis à disposition gratuitement ou n'a pas été loué ou tout ce qu'on veut. Donc déjà ça clarifie les choses sur la qualification juridique. Et puis le contrat peut aussi préciser les conditions particulières, notamment sur la répartition des frais ou encore sur la rémunération de l'exploitant. Donc vraiment, je vous encourage vivement à procéder à un écrit parce que ça vous protège, quoi qu'il en soit. Alors concernant le contenu du contrat, malheureusement, je n'ai pas le temps d'aborder en détail toutes les clauses, même si effectivement ça aurait été intéressant. Donc j'ai essayé de vous lister les points principaux à indiquer dans votre contrat. Sachant que ce n'est pas une liste obligatoire, c'est pas une liste limitative, donc c'est simplement une proposition et votre contrat n'a pas besoin de revêtir une forme particulière pour être juridiquement valable. Vous pouvez tout à fait le rédiger sur papier libre dès lors que il a été signé, que voilà, qu'il est daté, que le contenu est conforme au régime juridique concerné, il n'y a pas de problème. Votre document aura valeur de contrat et s'imposera à la fois à l'exploitant et au propriétaire. Donc dans un contrat, on indique logiquement le nom, les coordonnées des parties, le nom complet, l'identification du cheval, notamment pour le cas où on aurait peut-être plusieurs chevaux en exploitation. C'est important de faire un contrat par cheval et de bien savoir quel est l'animal concerné. L'objet du contrat, le début de l'exploitation du cheval, le fait que le propriétaire, au moment de la remise de son cheval, remet également le document d'accompagnement. Alors c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le carnet. Le carnet, je vous le rappelle, qui doit accompagner le cheval, donc il doit être en possession de l'exploitant pendant les phases de travail et d'hébergement. Ce qui peut être intéressant de prévoir aussi, c'est une visite vétérinaire du cheval au moment de l'entrée en exploitation. Pourquoi? Parce que ce compte rendu de visite vétérinaire qui sera annexé au contrat s'imposera aux parties, aura valeur obligatoire. Et si le cheval est en bonne santé et qui se dégrade en cours d'exploitation, il servira de référence. Et idem, si au contraire le cheval est mis en exploitation, alors qu'il a déjà une petite fragilité ou déjà un problème vétérinaire, ça protège l'exploitant parce que plusieurs mois après, le propriétaire ne pourra pas lui reprocher d'être à l'origine de cette pathologie si elle était déjà présente dans le compte-rendu véto au moment de l'entrée du cheval. Donc ça protège effectivement l'une et l'autre des parties, donc ça je vous le recommande. On détaille évidemment les conditions d'hébergement, les conditions d'exploitation, toutes les questions de soins. Est-ce qu'il y a un vétérinaire de référence? Est-ce qu'il y a un maréchal de référence? Voilà, ça c'est en fonction des situations. Les notions d'assurance, on précise dans le contrat si le propriétaire a choisi de souscrire ou non une assurance mortalité frais vétérinaires pour son cheval. C'est pas une obligation, mais ça peut être intéressant pour l'exploitant de le savoir parce que ça le protège quand même un petit peu en cas de blessure du cheval. Et l'exploitant mentionne également qu'il est titulaire d'une assurance responsabilité civile qui va venir couvrir deux choses, à la fois les dommages survenus au cheval confié et à la fois les dommages potentiellement occasionnés par le cheval mis en exploitation à des tiers pendant qu'il est sous la garde de l'exploitant. Donc si vous êtes exploitant, attention à ce que votre assurance couvre bien ces deux situations. On répartit les frais d'entretien et d'exploitation, les gains, la rémunération de l'exploitant, je vais détailler dans un instant. On peut prévoir aussi l'hypothèse d'une vente du cheval. On indique quelle est la durée du contrat, quelles sont les modalités de rupture, et enfin on termine par la date et les signatures, sachant que, je vous le rappelle, le contrat doit toujours être rédigé en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties, et donc chaque partie conserve précieusement un exemplaire du contrat. Alors justement, question des frais d'entretien et de la rémunération. Je vous le disais en introduction, c'est un point sur lequel il y a pas mal de contentieux. Donc c'est important de bien anticiper avant la mise en exploitation toutes ces questions-là et de les mentionner par écrit.
Alors là, ce que je vous propose, c'est une série de clauses qui peuvent être insérées telles quelles dans vos contrats en fonction de vos besoins. Concernant la répartition des frais, en fait, on a trois options. Alors, vous voyez qu'il y en a deux, mais en réalité, il y en a trois. On peut prévoir que les frais d'entretien et d'exploitation sont intégralement à la charge du propriétaire. On peut également prévoir qu'ils sont intégralement à la charge de l'exploitant. Et dernière option, on peut prévoir une répartition. Donc ça doit vraiment être fixé, être déterminé au départ. Sachez qu'il n'est pas interdit, il n'est pas impossible de mettre tous les frais d'entretien à la charge de l'exploitant. Simplement, il ne faut pas oublier, si on choisit cette option, à mon sens, il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est d'anticiper la répartition des frais vétérinaires, parce qu'en général, en sa qualité de propriétaire, oui, le propriétaire justement va toujours conserver à sa charge les frais, on va dire exceptionnels. Les frais de colique, les frais de chirurgie, par exemple. Donc tous les gros frais vétérinaires restent généralement à sa charge. Donc ça, c'est important de préciser. Donc soit vous précisez un montant maximum de frais en deçà duquel tous les frais sont à la charge de l'exploitant, soit vous faites une liste limitative. Après, le problème de la liste, c'est qu'en général, les frais concernés ne sont jamais dans la liste. Donc ça peut poser aussi des difficultés, mais pourquoi pas? Ça peut être envisageable. Et surtout, si vous optez pour cette deuxième option, attention, il faut quand même toujours prévoir, je vous le rappelle, une rémunération de l'exploitant. Donc, si l'exploitant a à sa charge tous les frais d'entretien, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il se rémunère une fois que tous ces frais auront été déduits. Il faut qu'à la fin, il lui reste une rémunération vraiment de son travail et qu'on ne soit pas simplement sur un remboursement de ce que l'hébergement et l'exploitation auraient pu lui coûter. Sinon, c'est possible, mais on change de qualification juridique. Une option pour l'exploitant, donc ça encore une fois, ça reste une option, ce n'est pas obligatoire, mais on peut introduire dans son contrat ce qu'on appelle une option d'achat. Alors beaucoup d'entre vous doivent être familiers de ce genre de choses, ça se pratique assez régulièrement. L'idée, c'est que dès la signature du contrat d'exploitation, le propriétaire s'engage à vendre son cheval à l'exploitant. Et l'exploitant dispose de la durée d'exécution du contrat pour lever l'option d'achat, c'est-à-dire pour accepter d'acheter le cheval. Mais ce n'est pas une obligation et il peut très bien ne jamais lever l'option d'achat et dans ce cas-là, il ne deviendra jamais propriétaire du cheval. Donc ça peut être intégré dans le contrat. Par contre, si vous êtes propriétaire, attention, je vous mets en garde, si votre contrat d'exploitation contient une option d'achat, ça veut dire que vous, en qualité de propriétaire, vous ne pouvez pas vous rétracter. Vous êtes dès le départ, dès la signature du contrat, engagé. Et si l'exploitant lève l'option d'achat, vous serez obligé de vendre votre cheval. Ce sera définitif et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc si vous le faites, attention, ne le faites pas à la légère. Et évidemment, votre clause doit indiquer le prix de vente ou en tout cas les éléments qui vous permettront, au moment de la levée de l'option d'achat, de fixer le prix de vente. Il faut que ce soit relativement précis. Alors, rémunération de l'exploitant, vous le voyez, on peut le prévoir sous la forme d'une redevance dont on fixe le montant directement dans le contrat. Chose importante à prévoir, notamment lorsque lorsque l'objectif de la mise en exploitation est la vente du cheval, il faut envisager ce qui va être prévu en matière de rémunération de l'exploitant si jamais le cheval n'est pas vendu et si l'exploitant ne peut pas se rémunérer sur la vente. Parce que ça, c'est aussi une modalité de rémunération assez fréquente, le fait que l'exploitant perçoive un pourcentage du prix de vente. Le problème, c'est que quand le cheval n'est pas vendu parce qu'il n'y a pas d'acheteur ou parce qu'il est très mauvais, du coup, l'exploitant, potentiellement, il peut se retrouver sans rémunération si rien n'a été convenu. Parce que le propriétaire va dire, je reprends mon cheval, vous l'avez pas vendu, voilà, tant pis pour vous, en gros, vous l'avez travaillé pour rien. Donc si ça n'a pas été prévu, et alors encore pire, s'il n'y a pas de contrat écrit, ça peut être vraiment des situations très problématiques pour les exploitants. Donc, pensez à cette hypothèse si la rémunération est prévue, en cas de vente du cheval.
Dernière chose, également possibilité de prévoir dans votre contrat un mandat de vente du cheval. C'est-à-dire que le propriétaire peut mandater directement l'exploitant pour trouver un acheteur et pour vendre le cheval dans des conditions qui seront prévues au contrat. Donc ça, c'est pareil. Si c'est prévu au départ, il faut bien anticiper, bien indiquer toutes les modalités. Je suis obligée de passer un petit peu vite, je suis désolée, j'ai pas forcément le temps de détailler toutes les clauses, mais en téléchargeant le support, vous pourrez évidemment y revenir et puis adapter au mieux en fonction de vos besoins le contenu de votre contrat. Troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la question de la blessure ou du décès du cheval pendant une phase d'exploitation et la question de savoir si l'exploitant va être ou non responsable. Donc là, je vous rappelle que pour tous les accidents qui vont survenir en phase de repos, je vous renvoie encore une fois à la webconférence sur le contrat de pension qui va venir directement compléter ce qu'on va évoquer ensemble. Et du coup, vous pourrez transposer exactement les règles que j'ai abordées sur cette webconférence si le cheval qui a été mis en exploitation se blesse au box ou au paddock ou en tout cas hors d'une phase de travail. Concernant le travail en tant que tel, l'action humaine finalement de l'exploitant qui va être réalisée sur le cheval, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un contrat d'entreprise, que si le propriétaire recherche la responsabilité de l'exploitant, on sera sur une responsabilité qui est de nature contractuelle. Et le propriétaire va devoir rapporter 3 éléments de preuve pour engager la responsabilité de l'exploitant. Premier élément, c'est un dommage. Donc, en ce qui nous concerne, le dommage, ce sera la blessure ou le décès du cheval. Donc, on sera sur un dommage matériel. Deuxième élément à prouver, c'est la notion de faute. Il faut que le propriétaire prouve que l'exploitant a commis une faute à l'origine de son dommage. Juridiquement, la faute, c'est le manquement de l'exploitant à l'une de ses obligations contractuelles, et en l'occurrence, à l'obligation qu'il a, dans le cadre de l'exploitation du cheval, d'assurer la sécurité de l'animal pendant les phases de travail. J'ai mis la référence pour les juristes. Ce que vous devez retenir, c'est que cette obligation d'assurer la sécurité du cheval pendant les phases d'exploitation, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens simples. Ça veut dire que on ne peut pas exiger un résultat de la part de l'exploitant parce que forcément le cheval étant un être vivant, il peut venir à se blesser indépendamment de la volonté et finalement du comportement de l'exploitant. Donc on exige de l'exploitant qu'il mette en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité du cheval qui lui est confié. Et si jamais le résultat n'est pas atteint, c'est-à-dire assurer la sécurité du cheval, eh bien, il va falloir que le propriétaire démontre que l'exploitant a commis un manquement, a commis une faute et qu'il n'a pas justement mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité du cheval confié. Je vous donne un exemple très simple qui me revient en jurisprudence pour que ce soit un peu plus parlant. La faute de l'exploitant, ça peut par exemple être, pendant une phase de travail, pendant une phase de débourrage d'un très jeune cheval, le fait d'avoir utilisé un enraînement, donc en l'occurrence c'était un GOG, très serré, qui était très restrictif et avec une forte compression qui est exercée sur le cheval, alors que c'était un jeune cheval. Et du coup, dans cette situation-là, le cheval finalement a explosé, il s'est tué. Et l'exploitant a été considéré comme fautif parce que c'était contraire finalement aux bonnes pratiques et c'était contraire à la sécurité du cheval et à son éthique professionnelle d'avoir utilisé cet enraînement aussitôt et de façon aussi restrictive sur le cheval. Donc un petit exemple simple en espérant que ça vous soit le plus clair possible. Et troisième élément, donc les 3 éléments sont cumulatifs. Hein. Troisième élément, c'est le lien de causalité. C'est l'idée selon laquelle la faute de l'exploitant doit être la cause directe et certaine du dommage. Évidemment, si le dommage n'est pas la conséquence de la faute, si les deux ne sont pas du tout en lien, il n'y aura pas de responsabilité d'exploitant. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déterminer que c'est le comportement, la négligence ou la faute de l'exploitant qui a entraîné directement le dommage.
Un petit point très rapide aussi pour vous dire qu'en droit de la responsabilité, il existe des causes d'exonération, c'est-à-dire des éléments que l'exploitant va pouvoir mettre en avant pour s'exonérer de sa responsabilité. Il y en a trois: la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers. Donc, imaginons par exemple qu'un cheval se blesse pendant une phase de travail. Dès lors que, par exemple, cette blessure va être la conséquence de l'intervention d'un tiers, de quelqu'un qui est complètement extérieur au contrat d'exploitation, peut-être parce que cette personne va effrayer le cheval et va entraîner le dommage, ben là, du coup, l'exploitant pourra mettre en avant cet argument pour démontrer qu'il n'est pas responsable et que la responsabilité, finalement, pèse, là, en l'occurrence, sur le tiers concerné. Donc, si vous avez les trois éléments qui sont prouvés par le propriétaire, vous avez une responsabilité de l'exploitant et l'exploitant sera condamné à indemniser le préjudice du propriétaire. Et en fonction des cas, ça peut être rembourser les frais vétérinaires qui ont été nécessaires pour soigner le cheval. Ça peut être indemniser le prix d'achat du cheval si le cheval est décédé, ou indemniser la perte de valeur d'un cheval qui était destiné à une carrière sportive et puis qui se retrouve par exemple immontable ou une jument qui va être mise à la reproduction mais qui peut plus du tout être exploitée en sport. Tout ça, ça peut se chiffrer sous forme de dommages et intérêts, potentiellement en ayant recours à un expert qui va se prononcer. Mais effectivement, l'exploitant est amené, dans ces situations, à indemniser le propriétaire. Alors, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de litiges, vous vous en doutez, d'accidents de chevaux dans le cadre d'une exploitation. J'ai choisi un exemple qui me semblait assez parlant et que j'aime bien parce que voilà, il est plutôt bien rédigé et plutôt intéressant. Il est assez ancien, mais il est encore complètement d'actualité. Donc le raisonnement n'a pas du tout changé et est complètement valable. On est dans un cas où on a Monsieur L, qui est propriétaire d'un poulain sel français et qui a contacté Monsieur P pour lui confier le débourrage de son poulain selon la méthode Blondeau. Donc, on n'a pas de contrat écrit, tout s'est fait verbalement, mais il y a bien eu une relation contractuelle qui est née entre le propriétaire du cheval et l'exploitant chargé du débourrage du poulain. Donc, c'est Monsieur P qui s'est rendu chez Monsieur L pour tenter d'embarquer le poulain et de le ramener chez lui pour procéder à son débourrage. Sauf qu'au moment de l'embarquement, le poulain, qui n'avait encore jamais voyagé, s'est totalement affolé face à une situation nouvelle, une situation stressante. Monsieur P était seul sur place, il n'avait pas d'assistant, il n'avait personne avec lui. Il a fait plusieurs tentatives qui se sont soldées par des échecs et malheureusement, au bout d'un moment, le poulain a chuté et est décédé. Là, le propriétaire, Monsieur L, a recherché la responsabilité de Monsieur P afin d'obtenir indemnisation de son préjudice et afin de voir Monsieur P reconnu responsable de la mort de son poulain. Donc là, le juge a rappelé que dans cette situation, Monsieur P s'était vu confier, comme on l'a dit au départ, une double mission. Donc il y avait bien un contrat mixte qui liait les deux parties. Monsieur P avait à la fois une mission d'hébergement dans ses écuries du poulain pendant la durée du débourrage, et aussi une mission pleinement de travail sur le cheval, puisqu'il s'agissait d'une mission de débourrage. Donc un contrat de dépôt salarié pour l'hébergement et un contrat d'entreprise pour la prestation de débourrage. En l'espèce, la question s'est posée de savoir si l'accident était survenu pendant une phase d'hébergement, donc contrat de dépôt salarié, ou au contraire pendant une phase de débourrage, contrat d'entreprise. Les juges ont tranché en considérant que l'accident était pleinement intervenu pendant la mission de débourrage, tout simplement parce qu'on était sur un jeune poulain et que le fait déjà de le manipuler, le fait de le faire embarquer dans le camion ou dans le vent, le fait de déjà lui apprendre à rester calme, à accepter une nouvelle situation, etc. Apprentissage, et donc on était déjà pleinement dans la phase de débourrage. Donc on était dans les règles de responsabilité qu'on vient de voir. Le propriétaire
a réussi à rapporter la preuve des 3 éléments qu'on vient d'évoquer. Son dommage, eh bien, c'était le décès de son poulain, malheureusement. La faute, je vous rappelle que dans ce cas-là, Monsieur P avait une obligation de moyens simples quant à la sécurité du cheval qui avait été confié. Le propriétaire, étant donné qu'il était sur place, c'était pour lui un peu plus facile de rapporter la preuve de la faute de l'exploitant, parce qu'effectivement, quand il est absent, c'est quasiment impossible. Mais là, il a pu expliquer donc les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, et le juge a considéré que face à l'affolement du poulain et face à l'état de stress du poulain, en fait, l'exploitant aurait dû suspendre les opérations, qu'il aurait dû soit revenir plus tard, soit venir avec une deuxième personne pour l'aider à embarquer le poulain en toute sécurité. Quoi qu'il en soit, et d'autant plus parce qu'il s'agissait de la méthode Blondeau, qui reste une méthode entre guillemets de débourrage assez douce, eh bien, le juge a considéré qu'il y avait bien une négligence et un manquement de l'exploitant dans la sécurité du cheval confié, donc une faute. Et dernier élément, le lien de causalité, ben là, pas de difficulté, c'est bien effectivement le comportement de l'exploitant qui a entraîné directement la chute et la blessure, enfin, et le décès du poulain et donc le dommage du propriétaire. Donc très concrètement, dans cette affaire, l'exploitant a été condamné à rembourser la somme de 18 000 euros au propriétaire, somme qui a été fixée par une expertise au regard des origines du poulain, avec une notion de perte de chance de pouvoir exploiter le poulain en compétition, et voilà, c'est fixé un peu en fonction des origines et sur une forme de pari pour l'avenir. Et le préjudice moral également intéressant du propriétaire qui a été fixé à la somme de 1 200 euros. Cet exemple aussi pour vous montrer que parfois la difficulté pour les juges, c'est vraiment d'arriver à déterminer si l'accident s'est passé dans une phase d'hébergement, de repos, ou pendant une phase de travail. Parce qu'on a plein de situations qui sont un peu entre deux. Par exemple, la phase de douche après le travail, ou la phase de préparation avant le transport, mais pas d'un poulain, mais là vraiment d'un cheval d'âge qui va être exploité en compétition. Où là, on est un peu entre deux, et du coup, ben, lui, l'exploitant, il a intérêt à plutôt faire en sorte que la situation soit qualifiée de contrat d'entreprise, alors qu'à l'inverse, le propriétaire, il va plutôt avoir, lui, intérêt à ce que la situation soit qualifiée de contrat de dépôt salarié, parce que dans le contrat de dépôt salarié, il y a une présomption de faute qui pèse sur l'exploitant. Donc souvent, il y a des discussions juridiques assez intéressantes et parfois assez poussées lorsqu'on est dans des situations intermédiaires. Dernier point, assez rapidement parce que je suis déjà un petit peu en retard, la question de la durée du contrat. Donc ce que vous devez retenir sur la durée du contrat, c'est que le contrat, il a toujours une durée, il a toujours une fin. Il n'est évidemment pas possible en droit français de s'engager à perpétuité. Le contrat va être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. Si vous optez pour une durée déterminée, attention, ça veut dire que votre contrat ne pourra pas être rompu avant son terme. Alors le terme, ça peut être une date précise, la durée, ça peut aussi être de dire ça va durer 6 mois. Voilà. En fait, votre durée, vous pouvez mettre un terme fixé à une date ou lié à un événement qui va survenir dans l'avenir, ou encore effectivement dire ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais dès lors qu'on a une durée qui est précise et fixée, pas de rupture anticipée sauf exception, et les exceptions sont l'accord amiable entre les parties, la force majeure qui va empêcher définitivement l'exécution du contrat, ou l'inexécution très grave de ces obligations par l'une des parties. Donc, ça peut être le cas où le propriétaire ne va pas du tout payer la prestation convenue, ou à l'inverse, ça peut être le cas où l'exploitant ne va pas du tout s'occuper du cheval et que la santé du cheval va être gravement mise en péril. Mais vous voyez qu'on est dans des cas très exceptionnels. Et deuxième option, deuxième solution, si vous optez pour un contrat à durée indéterminée, donc là on est soit dans un contrat verbal, soit dans un contrat écrit qui ne dit rien sur la durée ou qui indique clairement durée indéterminée, là la règle est très simple. Chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment,
à condition de respecter un délai de préavis, soit un délai de préavis intégré et prévu dans le contrat, soit, à défaut, un délai qu'on va qualifier de raisonnable. Et en matière équestre, quand on parle de délai raisonnable, on peut a priori se fixer sur un délai de 30 jours parce que ça reste le délai d'usage qui est pratiqué dans le monde équestre. Pour terminer, les points qui me semblaient vraiment essentiels à retenir. Donc, je vous le rappelle, la rédaction d'un contrat écrit n'est pas une obligation, mais est toujours recommandée. C'est vrai pour le contrat d'exploitation et c'est vrai pour tous les contrats que vous allez potentiellement utiliser autour des chevaux. Ce contrat écrit permet de se mettre que vous encouragez vivement à procéder à la rédaction d'un contrat écrit. Ce contrat écrit permet de se ménager la preuve de ses engagements et surtout d'éviter les contentieux. Dans le contrat d'exploitation, vous devez anticiper, enfin, vous avez en tout cas intérêt à anticiper la répartition des frais d'entretien et la rémunération de l'exploitant, qui sont vraiment des points de contentieux potentiels, et du coup bien clarifier les choses dans son contrat. Ça permet de se protéger et ça évite un certain nombre de difficultés. En cas de blessure du cheval confiée pendant une phase de travail, la responsabilité de l'exploitant ne sera engagée que si le propriétaire prouve que l'exploitant a commis une faute à l'origine de cette blessure. Donc ça peut potentiellement être difficile à rapporter, mais voilà, c'est cette notion de faute et d'obligation de moyens simples qu'il faut bien avoir comprise. Et enfin, les modalités de rupture du contrat vont différer selon la durée qui aura été choisie par les parties. Donc là encore, le contrat écrit présente un intérêt parce que, en fonction de ses objectifs, on peut adapter au mieux et choisir soit une durée indéterminée, soit une durée déterminée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop vite et que le contenu de la conférence aura été suffisamment clair et vous aura apporté des informations utiles.